Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et que le côté triste et sombre de mon titre de vidéo ne vous a pas trop fait peur et ne vous a pas empêché de cliquer pour aller voir ce qui va se passer dans cette vidéo. Parce que c'est pas le but. On va parler de côté sombre, du côté dark du monde littéraire et de l'influence littéraire en général, mais de manière quand même assez légère pour pas faire une vidéo trop dramatique non plus. Et parce que j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'étais dans un mood un peu dark moi aussi, un petit peu ça allait pas. D'ailleurs, regardez, j'ai mis un t-shirt dark pour être raccord à l'ambiance, vous voyez? On est sombre ici, on est très, très sombre et on va parler justement du côté sombre du monde littéraire et de l'influence littéraire. Parce que j'ai l'impression que, en regardant les divers posts, c'est un petit peu ce qui ressort en ce moment. Les gens voient un côté très négatif du monde littéraire et de l'influence littéraire également. Donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de faire une vidéo et d'en parler avec vous de ce sujet qu'on n'aime pas trop aborder finalement parce que on aime le monde littéraire de manière belle, joyeuse, pour les échanges et compagnie. Mais c'est vrai qu'il y a des côtés négatifs. Et je m'étais dit, comme j'étais extérieur au Booktube Game avant et maintenant je suis à l'intérieur, j'ai eu les deux versions, les deux visions. Et je pouvais trouver ça très intéressant pour qu'on voit ça tous ensemble. Alors prenez une boisson, un truc à grignoter, mettez-vous confortablement installés et on va lancer un petit chit-chat comme ça entre nous sur le monde littéraire, mais côté sombre, le côté obscur et négatif de l'influence littéraire. Alors, qui dit influence littéraire et milieu littéraire dit que le cœur du métier, c'est qu'il faut lire. Mais il faut lire de tout, il faut lire rapidement et il faut lire le truc du moment. Et là maintenant tout de suite, quand il est sorti, pas dans un mois ou pas dans une semaine, parce que vous allez déjà être dépassé par la trend qui sera déjà passée à une autre nouveauté littéraire. Et fatalement, si vous n'êtes pas dans le game, eh ben, vous n'allez pas avoir autant de views, autant de likes et autant d'interactions que si vous avez lu le titre du moment au moment opportun. Alors il y a quelque chose d'assez positif quand même là-dedans, c'est que ça nous permet de rester alerte sur les nouveautés du moment, sur les artistes phares, on va dire, du monde littéraire. Mais le côté négatif que moi je vois, c'est que justement, ça nous pousse à ne lire que l'artiste du moment et à reléguer au second plan tous les autres ou tout ce que nous on aimerait lire, mais où on se dit bah non, si je lis ça au lieu de ça, là, ça c'est le truc du moment là, et ben on se restreint un petit peu, on se frustre peut-être un petit peu pour lire quelque chose de trendy, alors que c'est peut-être pas notre truc ou qu'on n'en avait pas spécialement envie. Mais pour être dans les top charts, eh ben, il faut quand même rester dans ce courant littéraire, sinon on a un petit peu du mal à percer, il est vrai. Ce qui est peut-être un petit peu mon cas aussi, je vous avouerai, parce que les trends littéraires, c'est si vous suivez cette chaîne, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait mon truc. Et en rapport avec ce premier point, il y a justement lire le genre du moment, mais il faut aimer le genre du moment, voire il faut aimer le livre ou l'artiste du moment. Parce que si vous êtes à contre-courant et que la dernière sortie là du mec super connu, et que vous l'avez pas aimé, eh beh, c'est pas bien, hein, il faut l'aimer, hein, parce que sinon tout le monde a aimé sauf vous. Qu'est-ce que vous faites franchement? Ça va pas bien du tout dans votre tête. Il faut aimer la trend et le genre du moment et c'est compliqué. Là aussi, je vous avouerai et je reprends mon cas. Moi, j'aime lire de tout et essayer des nouveaux genres, mais c'est vrai que, il y en a quand même pour lesquels j'ai un attrait moindre et il y en a d'autres, finalement, c'est pas mon truc et je préfère lire ce que moi j'aime plutôt que lire quelque chose qu'il faut aimer parce que c'est le genre du moment. Je prends l'exemple de la romantasy où je pense que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en avez bouffé de ce terme, il y est partout et il y a des livres qui sortent tout le temps de tous les auteurs et toutes les autrices possibles et inimaginables et j'en peux plus. Il y en a trop, il y en a partout et je suis pas spécialement fan de ce genre non plus. Et justement, quand on n'est pas spécialement fan du genre du moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut se forcer et aller lire ce genre alors que ça va peut-être pas nous plaire? Mais alors attention, comme je vous dis, il faut aimer le genre du moment, donc il faut se taire si jamais on n'aime pas ça, parce que sinon, vous êtes pas bien, hein. Vous êtes contre-courant, vous êtes en dehors de ce qui fonctionne
et c'est pas très bien, hein, franchement. De même que le livre du moment, si vous l'aimez pas, bah, c'est pas très bien, hein, franchement, et les gens ont du mal, quand on leur dit notre avis sincère, et en même temps, ils ont du mal si on leur dit qu'on a tout aimé parce qu'ils trouvent au contraire qu'on n'est pas sincère. 2 poids, 2 mesures, hein, toujours plus. Mais j'ai bien vu, ce phénomène-là avec, je suis désolée, hein, mais Frida McFadden, franchement, tout ce flanc pour ça, tout ce foin, tout ce tintouin. J'ai lu Frida McFadden, mais personnellement, je ne trouve pas que ça casse 3 pattes à un canard. J'ai pas accroché plus que ça, au contraire, je trouvais que le scénario était un peu surfait, voire, déjà vu, que, la plume était OK, mais sans plus que ça non plus, et que, bah, le scénario f avait tellement d'indices qu'on savait déjà ce qui allait se passer avant la fin, et les fameux plot twists, qui étaient tout le monde était en mode: «Oh là là, c'était génial, je l'avais absolument pas vu venir, incroyable!» Bof, si, on peut le voir presque chapitre 12. Non, j'ai pas adhéré. Pardon, hein, je suis vraiment désolée. Mais typiquement, ça, c'est le genre de choses que, bah, on se dit: «Est-ce que je vais pouvoir le dire et m'exprimer librement sur le fait que je n'ai pas aimé quelque chose que tout le monde adore, qui fait un tapage monstre?» Il a été même adapté en film, c'est pour vous dire à quel point il y a une hype de fou furieux dessus, et chacune des sorties de Frida McFadden est dans les top charts, et honnêtement, j'ai lu, j'ai vu et j'ai vaincu. Fini, je n'y retournerai plus, j'ai pas apprécié. Mais c'est compliqué donc d'être à contre-courant de ce qu'il faut aimer pour pouvoir percer ou être, apprécié, on va dire, dans le monde littéraire. Ah, quand on est influenceur littéraire, il faut avoir un contenu joli, attrayant, bien posé, avec des photos réfléchies, plein de petites choses tout autour du livre pour le mettre en valeur, et plein de petites choses qui ne servent à rien dans le décor à part faire une jolie photo. Et même si j'adore franchement, sur Instagram, il y a des photos incroyables, des mises en scène magnifiques, des retouches lumineuses de toute beauté, il faut toujours avoir un contenu qui est joli, qui est lumineux, qui est en même temps original pour se démarquer des autres, mais quand même quelque chose de visuel, vous voyez, quelque chose de fort, quelque chose qui attire le regard et qui va donner envie à la personne qui est en train de scroller de s'arrêter pile poil sur cette photo-là parce qu'elle a été plus ou moins bien mise en valeur. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, mais en même temps tellement dur, parce qu'il faut savoir jongler entre les photos, les montages, les réels, les logiciels pour monter ça, les logiciels à la rigueur pour retoucher la lumière et compagnie. Ça demande une idée, un temps et un boulot de titan. Et surtout quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne, pour garder le niveau et justement continuer à l'alimenter, c'est très chouette et en même temps très compliqué, je trouve, parce que ça demande, bah, comme je vous dis, un travail minutieux et de toujours être, on va dire, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne photo. Et c'est très compliqué. Surtout, on y reviendra un peu plus tard, mais vis-à-vis de certains algorithmes, c'est assez compliqué de se tenir, on va dire, en top 10 des charts. Ah bah tiens, justement, je pensais qu'il était plus loin ce point. Mais l'algorithme, justement, en fonction du réseau social sur lequel on poste, il faut être extrêmement régulier. Sinon, si on poste un truc par-ci par-là, on tombe dans les limbes de l'oubli du dit réseau social en un rien de temps. Et après, pour remonter, oh là là, c'est compliqué, hein, parce que justement, les algorithmes changent tout le temps, déjà, donc c'est compliqué. Si tu t'habitues à un style de poste, bah, finalement, le lendemain, ça a déjà changé, donc tu rechanges de traîne et ça a rechangé derrière. Donc il faut savoir comment adapter son contenu à l'algorithme du moment, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est plutôt quelque chose au niveau d'un réel? Est-ce que c'est plutôt des questions? Est-ce que c'est plutôt un avis littéraire? Est-ce que c'est plutôt juste un mème qui passe par là? Comme je vous dis, il y a du bien et du pas bien parce que ça nous permet de nous renouveler, et c'est compliqué par contre parce que il est très dur à suivre, je trouve, l'algorithme, et je pense en particulier à celui d'Instagram qui est complètement chamboulé dans sa tête. Le machin, il est pas fixe du tout, donc il est compliqué à suivre, et je ne parle donc que de cette plateforme qui est Instagram, parce que YouTube, c'est pareil, il faudrait l'alimenter avec des shorts, avec des longues vidéos, avec des choses trendy, bref.
Chaque réseau social a son algorithme propre et a également son audience propre. Et en fonction de la plateforme sur laquelle on est, eh bien, l'audimat n'est pas le même et il faut arriver à se renouveler tant pour les personnes qui préfèrent les vidéos que celles qui préfèrent les quiz, par exemple, ou les avis littéraires, et après en fonction de l'âge aussi du public, bref. Il faut toujours être au top de la forme, au top de l'algorithme, avec des photos, des vidéos ou du contenu super top et qualitatif dans tous les cas. Ah, ce sujet. Franchement, j'avoue qu'au départ, quand j'étais pas dans, on va dire, le booktube game, je voyais ça d'un peu plus loin parce que je lisais beaucoup moins finalement. Mais maintenant que je suis rentrée et que j'ai besoin de livres pour faire mon contenu, eh ben, ça coûte cher. Et l'augmentation des prix ne nous épargne pas du tout. Et franchement, c'est de plus en plus cher de pouvoir se procurer du matériel pour travailler et ou un support pour pouvoir lire qui nous plaît. Je prends l'exemple de celui que j'ai dans les mains, qui est le second tome de la trilogie d'Aevabad, qui est publié ici chez De Saxus. À l'époque où ils sont sortis, ils étaient déjà aux alentours de 25 €, si je ne me trompe pas. Mais entre-temps, il y a eu Je décale ma tête, notre ami L'Empire du Vampire, par exemple, qui est sorti. Pareil, toujours chez De Saxus. Décidément, je vous prends 2 exemples coup sur coup de chez De Saxus. Mais L'Empire du Vampire, lui, franchement, entre justement le moment où il est sorti en VO et les périodes où ils sont sortis en VF, on a vu une belle évolution au niveau du tarif, hein, j'ai envie de dire, parce que le premier et le second, ils étaient aux alentours de 20-25 € chacun. Mais le dernier, là, le petit pépère, il est à 35 balles. 35 €! Waouh! Heu, Autant vous dire qu'on réfléchit maintenant et on se demande si on va pas péter notre PEL pour pouvoir faire un achat littéraire, hein, parce que le prix, merde, j'ai envie de dire, hein. Franchement, l'augmentation du papier, il n'y a pas que ça derrière, parce que je pense qu'ils se font une énorme marge à faire, un joli jaspage, à faire des dorures ceci, à faire du contenu cela, pour qu'au final le bouquin, certains soient même pas relus avec des fautes d'orthographe et de traduction. Donc je vous avouerai que le prix du livre, il fait mal en ce moment. Et la loi Langue faisant que le prix des livres est plafonné et que les libraires n'ont pas le droit de faire des remises dessus de plus de 5 on comprend un peu malheureusement pourquoi l'industrie du livre se pète la tronche, j'ai envie de dire. Parce que franchement, le prix du neuf est vraiment pas donné et plus le livre est joli ou avec des fioritures ou épais ou alors c'est quelque chose qui est sorti de manière éphémère, j'ai envie de dire quelque chose d'ultra collector avec une période très courte pour pouvoir se le procurer, ça donne un sentiment d'urgence et les gens se disent: «Peu importe le prix, il faut que je l'ai, sinon de toute façon, je ne l'aurai pas à ce prix-là en tout cas» et c'est créer vraiment une dépendance littéraire très négative, je trouve et c'est pas bien pour le budget déjà, mince, 35 balles le livre! Franchement, c'est énorme pour un roman et je ne parle pas des formats poche dont les prix explosent également et on a l'impression qu'ils essayent de concurrencer le prix des grands formats. Enfin, il y en a certains, des petits formats qui sont déjà entre 12 et 15 balles. Enfin, franchement, qu'est-ce qui justifie ça? Ça, je serais vraiment curieuse de le savoir et je vous invite en commentaire à me donner votre avis là-dessus et peut-être m'éclairer de vos lumières de qu'est-ce qui vaut vraiment le prix d'un 35 € ou d'un 15 € pour un poche? Je suis curieuse, surtout quand on voit après le peu que l'auteur touche finalement pour son œuvre, parce que c'est quand même son œuvre qu'on vend et pourtant c'est lui qui se fait le plus, flouer parmi, les revenus qu'il touche, quoi. Donc franchement, là, je suis curieuse de connaître votre avis parce que mon budget, lui, il est pas très, très content et quand je vois justement des comptes littéraires qui peuvent acheter dans des book hauls des trucs, mais mirobolants. Alors, je suis à la fois très envieuse et curieuse. Je clique moi sur ces vidéos book haul, j'ai très envie de voir, les nouveautés que les personnes ont achetées et en même temps, je me dis: «Mais mince, elles peuvent s'acheter ça. Moi, je ne peux pas. Mon compte, en banque n'est absolument pas d'accord avec cette envie littéraire de dépenser 300-500 balles par mois par livre. Non, pas possible» et
bah, c'est un peu le point d'après, c'est frustrant au niveau budget de voir justement qu'il y a certains mois, en tout cas dans mon cas, hein, je me dis: «Est-ce que je peux me payer un livre ou 2, justement suivant le budget de ce fameux bouquin?» Parce que quand je vous dis, hein, 35 balles, j'en achète pas 4 dans le mois, hein, c'est pas possible. Donc ça demande à faire un choix et ça demande à avoir un budget aussi. Des 2 choses qu'on n'a peut-être pas spécialement et je rajoute à ça le temps. Il faut du temps pour pouvoir lire, mine de rien, et il faut du temps de lecture pour pouvoir ensuite faire tout ce que je vous disais en amont, les montages, les vidéos, les jolies photos, les chroniques. Il faut du temps pour tout ça. Il faut du temps pour alimenter quelque chose comme un blog, comme un vlog ou comme des chroniques, photos sur Instagram. Et si on combine ça, le combo temps plus argent, bah, ça fait au final, si on n'a pas les 2, un petit peu beaucoup de frustration, il est vrai. Et ça donne un côté un peu, comme je vous dis, envieux, voire même jaloux, de voir justement que certaines personnes peuvent se permettre d'acheter énormément de choses alors que d'autres ne peuvent pas. Et je vois de plus en plus justement sur YouTube et Instagram notamment, parce que c'est vraiment les 2 plateformes sur lesquelles je suis le plus, on voit au niveau des commentaires une certaine jalousie, voire même une certaine haine, un côté négatif pour ces personnes qui montre du contenu en disant: «Ben voilà, j'ai acheté ça, ça, ça» ou «J'ai lu ça, ça, ça» et les gens en face se disent: «Bah, moi, j'ai pas le temps» ou «Moi, je ne peux pas lire autant» et ils vont déverser cette frustration sur la personne qui leur propose du contenu. Mais elle a rien fait, hein, en soi, elle est là pour, vous proposer quelque chose et bah, si vous aimez pas, grand bien vous fasse, passez donc votre chemin. Mais là, il y a le côté négatif du hater et le hater, alors là, si c'est pas un des points les plus négatifs, bah, tout domaine confondu, qui, par facilité de l'anonymat, se permet de choses infâmes sur des commentaires, sur des interactions qu'il ne ferait pas ou qu'il n'envisagerait probablement pas s'il était en direct face à face avec la dite personne. Les haters, oh là là! Franchement, j'ai la chance d'être, on va dire, encore un petit compte et de ne pas en avoir beaucoup. Mais franchement, le peu que j'ai, vous êtes des gratinés. J'imagine même pas les personnes qui ont des milliers d'abonnés, comment ils doivent se faire démolir et comment derrière la personne doit essayer de gérer ça, de pas le prendre trop à cœur. C'est compliqué, hein, franchement. Respect aux personnes qui y arrivent et honte à personnes qui font les haters parce que vous avez vraiment rien d'autre à faire de votre vie. Oh, j'ai digressé un petit peu là, mais le point que normalement j'avais envie de venir relier au prix du livre, c'est que ces mêmes livres, on peut les retrouver également d'occasion sur des Vinted, sur des Le Bon Coin, sur des Gilbert Joseph et toutes les autres plateformes que vous connaissez ou que je ne connais peut-être même pas. Ces livres, est-ce qu'on en parle au niveau du prix, au niveau de l'état et au niveau de la disponibilité même, j'ai envie de dire? On a de tout et de n'importe quoi sur ces sites malheureusement et j'ai trouvé des choses super chouettes comme super négatives, une fois de plus. Il y a des personnes qui sont totalement honnêtes, quand elles mettent que c'est un très bon état, il est réellement en très bon état et pas à un prix faramineux non plus. Mais il y en a d'autres, on n'a pas tout à fait la même notion de bon état, hein. Franchement, j'aurais honte de mettre que c'est un bon état ou même de l'envoyer en prétendant que c'est un état, acceptable. On n'a pas tous les mêmes critères certes, mais quand même. Et les prix, comme je vous dis, des fois pour l'État, le prix ne correspond absolument pas. Ou alors, il y a, comme je vous dis, l'effet des collectors, l'effet des livres éphémères que l'on ne peut pas avoir parce qu'ils ont été imprimés en quantité limitée et qu'on retrouve, mais à des tarifs. Mais genre là, la personne, elle vend de l'or là, elle vend pas un bouquin. Mais vous êtes des grands malades les gens qui font ça. Et il y a même des auteurs quand ils voient ça, ils disent: «Mais vous êtes barjots, allez pas acheter ce bouquin-là parce que c'est hors de prix, c'est de l'arnaque franchement». Mais pourquoi vous faites ça? Franchement, pourquoi ils font ça les gens? Ils ils ont rien d'autre à faire de leur vie? Je ne sais pas. Alors oui, s'il y a une personne pour l'acheter, bah, le mec il a gagné tant d'euros. T'as pas l'impression d'avoir arnaqué le monde entier en faisant ça? Franchement, j'aime pas du tout cette mentalité-là. Déjà,
Comme je vous dis, le ratio bon état, pas bon état, j'aime pas trop de ce j'aime pas on n'a pas les mêmes critères certes, mais je pense qu'il y en a, ils jouent beaucoup là-dessus. Sans parler des arnaques, à l'IA où les personnes disent qu'elles ont reçu quelque chose complètement défoncé parce que c'est une photo qui a été fabriquée par de l'IA, comme ça ils ne payent pas. C'est malhonnête, vous avez rien d'autre à faire franchement. C'est triste. Franchement, on est dans une espèce de spirale un peu triste en ce moment, un peu sombre. On est toujours dark, hein, ici, c'est pour ça. On continue d'alimenter le truc. Et quand je vois en plus qu'on peut rebondir malheureusement sur l'actualité avec Gilbert Joseph et vers Montpellier, la librairie Soramps, qui sont toutes les deux en catastrophe slash redressement judiciaire, slash ça va pas bien du tout pour le monde du livre, comment voulez-vous que des libraires s'en sortent avec des arnaqueurs de seconde zone comme ça sur des sites de revente d'occasion? Même si je vous avouerai que le Gilbert Joseph de Montpellier, je ne le porte pas tout à fait dans mon cœur parce que je trouve que lui était un arnaqueur. Franchement, je peux vous donner une anecdote de quand, je faisais mes études sur Montpellier. J'achetais mes livres soit justement à Gibert ou à Soramps parce que c'était là où on pouvait trouver le plus de variétés de livres et à tous les tarifs. Et Gilbert Joseph a un côté livre d'occasion qui nous permet soit d'en acheter, soit même de nous de rapporter des livres et de les vendre d'occasion pour qu'eux, après, les revendent dans le commerce. Je me rappelle, comme si c'était hier, d'avoir acheté un bouquin pour la fac, parce que déjà la fac, ils n'ont pas tout à fait compris que le budget d'un étudiant, il était limité et que ça fait mal d'acheter presque 20 livres par semestre. On n'a pas le budget tous pour ça. Surtout quand le 10 livres, c'était un livre complètement introuvable à presque plus de 70 €. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein, c'est pire que mon 35 € de l'Empire des damnés. Bref, ce fameux livre, j'ai dû l'acheter, hein, parce que j'en avais besoin pour mes études. Mais quand j'en ai plus besoin, je me suis dit, je vais le revendre à Gilbert Joseph, qui me l'a racheté, accrochez-vous bien, 64 centimes. Pardon. Le bouquin, je l'ai acheté 70 € quand même. Vous me le rachetez 64 centimes, et je suis allée fouiner quand même, hein, ils en avaient un sur l'étagère qu'ils revendaient 40 €. Est-ce que se foutrait pas un petit peu de la tronche du monde en couleur, là? Franchement. Donc, quand j'ai vu que Gilbert Joseph se pétait la tronche, je me suis dit, c'est sûr qu'à essayer d'arnaquer les gens comme ça, quelque part, ça ne m'étonne pas non plus qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Parce que s'ils font ce qu'ils ont essayé de me faire à moi, à tout le monde, excusez-moi, mais bon, ça peut pas marcher. Donc, certes, le monde du livre a des gros problèmes en ce moment, mais avec le comportement de certaines personnes, même de manière isolée, ça fait effet boule de neige et finalement, vous voyez que ça se pète la tronche à un moment ou à un autre. Ah, celui-ci, franchement, je m'en suis pris un de hater justement pour ce point-ci parce que je n'avais pas suivi l'actualité. Non, non, mesdames et messieurs, je vous l'avoue, je n'avais pas suivi l'actualité et les potins pour savoir quel est l'auteur persona non grata du moment qu'il ne faut absolument pas suivre et qu'il ne faut absolument pas acheter ses livres parce que sinon, vous êtes un hérétique au bûcher. Parce que oui, maintenant, il y a ça aussi. Il faut aimer un livre, mais il faut surtout détester celui qui a été écrit par telle personne à cause de tel ou tel potin, à cause de tel ou tel scandale, et peu importe s'il a été fait dans la petite enfance de l'auteur. Hein. Franchement, on est dans des stades de choses complètement folles. Quand j'avais parlé que j'avais lu une certaine autrice ayant écrit une certaine saga avec des magiciens, notamment un héros à lunettes, et une célèbre cicatrice sur le front, vous voyez de qui je parle, que n'ai-je pas osé dire parce que cette personne est justement persona non grata. Franchement, franchement, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a besoin de venir défoncer une personne qui a aimé un livre pour X ou Y raison, alors que il ou elle n'était peut-être déjà pas au courant des problèmes d'actualité judiciaire, moraux et compagnie, ou peut-être même qu'il s'en fiche, peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, je trouve que si on a envie de lire un livre, presque il faut aller lire d'abord la biographie de l'auteur pour savoir si il ou elle est OK, s'il n'a pas des casseroles au fion, pour pouvoir le lire et espérer ne pas se faire défoncer derrière, parce que si jamais on a aimé le livre d'une personne
qu'il ne faut pas lire, mon Dieu, la terre va s'arrêter de tourner. Et franchement, je comprends pas. Il y a plein de débats là-dessus en mode est-ce qu'il faut dissocier l'auteur de son œuvre parce que une œuvre peut être excellente et l'auteur peut être un crétin de première, mais c'est un autre débat. Donc je ne sais pas. Racontez-moi tout une fois de plus dans les commentaires. Est-ce qu'il faut dissocier l'œuvre de l'auteur? Est-ce que, peu importe, de toute façon chacun a ses goûts, est-ce que, oui, quand un auteur ou une autrice a fait quelque chose de répréhensible, et là c'est pareil, chacun a un stade de répréhensibilité différent les uns des autres, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller lui taper dessus comme ça? Je ne sais pas. Chacun a ses opinions, et je vous invite à en débattre, évidemment de manière courtoise, au niveau des commentaires. Et avec tous ces livres que j'ai derrière moi, par exemple, on peut amener 2 points négatifs en un, j'ai envie de dire. Le premier, je pense qu'il est assez évident et que beaucoup de personnes justement, le reprochent aux influenceurs littéraires, c'est que ça apporte une surconsommation de livres. Parce qu'il y a des sorties tous les mois, presque même tous les jours, j'ai envie de dire. Il y en a des centaines et quand il y a un gros événement comme la rentrée littéraire, alors là, c'est un tsunami de livres possibles et inimaginables. Mais est-ce que justement il n'y a pas trop de sorties? Est-ce qu'il n'y a pas trop de livres qui sortent? Il n'y a pas trop de tentations? Il n'y a pas trop, d'auteurs? Que sais-je? Bref, est-ce que le fait de regarder des personnes justement qui nous disent: «Ah regardez, j'ai acheté ce livre, il était trop bien, foncez l'acheter», est-ce que ça donne pas justement une mauvaise image quelque part en poussant les gens à aller surconsommer? Parce que j'ai un bel exemple derrière moi, vous pouvez voir de cette très jolie bibliothèque qui est remplie de jolis livres, qui n'ont pas tous été lus. Voilà, on est aussi dans le mode de surconsommation, à pousser les gens à l'achat alors que, pourquoi aller acheter alors qu'il y en a d'autres qui dorment sur les étagères qui n'ont pas encore été lus? C'est un de mes problèmes, hein, je vous l'avoue. Je suis faible devant une sortie littéraire qui m'intrigue alors que j'ai encore des dizaines de livres qui attendent sur mes étagères. On est d'accord. Mais justement, est-ce que ça pousse pas un peu à la réflexion? Ce cercle un petit peu vicieux de: «Il faut lire pour créer du contenu, mais pour créer du contenu, il faut que j'en achète et pour en achetant, il faut que j'ai du temps pour lire» et on est, dans une boucle infernale, j'ai envie de dire et on en revient à ce manque d'argent et ce manque de temps qui peut créer quelque part une frustration aussi quelque part. Moi, honnêtement, je vous avouerai que je le vis semi-bien de l'avoir des livres sur mes étagères qui dorment et alors que je continue parfois à en acheter d'autres. J'ai toujours envie, évidemment, de descendre ma palle et de continuer à en acheter quand ça me plaît. Donc maintenant, j'ai trouvé un système. Mais ça invite justement à une réflexion sur la consommation que l'on fait du livre et sur ce que l'on en fait aussi derrière. Moi, maintenant, j'ai envie d'acheter mieux, j'ai envie de dire, point de vue que je ne vais pas acheter le dernier truc qui sort juste parce que ça sort et que tout le monde en parle. Il faut que ce soit quelque chose qui me plaise, quelque chose qui me donne envie et quelque chose où je me dis: «Est-ce que c'est un livre qui pourrait matcher avec moi?» et suivant le mood, ça peut changer, hein, on est d'accord, mais je fais des achats plus réfléchis. Est-ce que c'est un auteur que j'apprécie? Est-ce que c'est un livre dont j'ai vraiment besoin? Avec des très gros guillemets, on est d'accord. Est-ce que c'est un livre qui va me plaire et pas juste un livre dont j'ai entendu parler qui pourrait être juste cool? Est-ce que c'est un livre que j'ai envie de garder derrière? Il y a plein de réflexions comme ça que j'ai envie de mener et où je me dis: «Tu lis d'abord un livre de ta palle avant d'en acheter un nouveau» et comme ça me fait une rotation entre wishlist et pile à lire qui me permet de pouvoir continuer quand même à alimenter, ma bibliothèque tout en sortant des livres qui attendent depuis longtemps. Plus il y a les médiathèques, moi que je trouve vraiment pratique si on n'a pas justement envie de trop dépenser. Certaines ont même des abonnements en plus qui sont gratuits, donc ça permet de faire plein de découvertes littéraires à moindre coût et de pouvoir les lire sur une période donnée en pouvant en profiter sans trop se stresser, on va dire. Ah, et avec tous ces livres à lire en si peu de temps, est-ce que le plaisir de lire n'est pas entaché aussi quelque part? Quand au début, moi, je l'ai ressenti comme ça à un moment, quand au début, justement, j'étais extérieure à ce monde-là où je lisais un livre par-ci par-là, juste pour le plaisir, et où maintenant,
Le plaisir commence parfois à disparaître parce qu'on doit se dire: «Il faut que je lise absolument pour créer du contenu, il faut que je lise pour rendre une chronique à un auteur, il faut que je ci, il faut que je cela» et où le plaisir de lire devient une contrainte. C'est compliqué de pas basculer dans la négativité justement de la contrainte. Il faut que lire reste un plaisir. Moi, je le vois en tant que consommatrice de lecture et également en tant que personne aimant lire depuis toute petite. Je n'ai pas envie que ça devienne du négatif justement. Moi, j'aime lire, j'apprécie échanger autour de ces lectures et même si j'aimerais bien, je vous avouerai, basculer dans le côté littéraire au niveau métier, pourquoi pas être rémunérée avec, le côté littéraire, ce serait vraiment chouette, mais sans que ça reste une contrainte non plus. Si lire devient un fardeau, on a perdu quelque part et moi, j'ai pas envie de vous transmettre dans mes vidéos: «Bah, j'ai lu ça, mais franchement, c'est parce que j'étais obligée, mais j'avais pas envie, j'avais envie de faire autre chose». C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout et j'ai l'impression que justement la fameuse surconsommation ou être toujours numéro un dans la sortie, dans le post et compagnie, il y a des moments, ça devient presque une contrainte de se dire: «Il faut que je sois parmi les meilleurs, il faut que je sois parmi les premiers» et ça, c'est fort dommage parce qu'il y a tellement de choses positives dans la lecture qu'il faudrait pas que ça devienne justement négatif et une contrainte. Oh et on peut le combiner justement avec l'avantage, on va dire, d'avoir des services de presse, mais de se laisser également submerger par ces demandes de services de presse. Moi, j'ai beaucoup ça, je me fais submerger, je vous avouerai, parce qu'il y a des fois, j'ai des demandes, j'ai envie de toutes les accepter, mais je n'ai pas le temps et je n'ai pas la possibilité de toutes les accepter non plus. Je suis humaine, je ne peux pas passer mes journées à lire. J'ai malheureusement un métier qui fait que je dois aller travailler pour pouvoir payer mes factures et payer de quoi lire et malheureusement, ce n'est pas en lisant que je suis payée. Horreur et damnation, oui, je vous l'avoue. Mais justement, il faut apprendre à justement ne pas se laisser submerger par ses envies, par des demandes si on peut, ou par un côté trop négatif que l'on voit ressortir sur Instagram en ce moment entre l'IA qui est utilisée à tout bout de champ, les haters qui trouvent toujours des choses encore plus innovantes pour venir plomber l'ambiance un énième auteur qui a fait une connerie et qui va se retrouver sur le devant de la scène dont tout le monde va parler, ou le fait que les chroniques littéraires, tout le monde s'en fout maintenant, alors que c'était un peu le nerf de la guerre justement du booktube game, de faire une chronique pour faire découvrir un livre aux gens et le faire peut-être l'aimer et perpétuer la tradition en le faisant acheter ou emprunter le livre et compagnie. S'il y a vraiment ce côté négatif qui ressort en ce moment et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent tout. Franchement, elles ont un avis qui leur est propre, hein, mais qui fait foi, qu'il faut absolument écouter et qu'il ne faut surtout pas dénigrer parce qu'elles connaissent tout, justement. Et c'est triste, franchement, cette vision, façon de penser, j'ai envie de dire. Chacun a son propre avis, chacun a sa propre opinion, négative ou positive, suivant un auteur, suivant une œuvre, certes, mais il n'y a pas qu'une opinion qui fait loi. Mais ce côté justement personne qui sait tout, slash haters, slash j'ai une autre catégorie de personnes qui m'insupportent, c'est quand un auteur ou une maison d'édition vient exiger des choses, vient exiger une chronique avec un délai, peu importe s'il est long ou court, avec une publication sur tous les réseaux sociaux de l'univers, sur tous les sites marchands de l'univers, dans la publication du journal de ton village. Il faut appeler ta grand-mère pour lui la prévenir que le bouquin il est super chouette. Il faut créer un site pour pouvoir dire au monde entier que le bouquin il est super chouette. Mais la personne elle te follow même pas. Mais enfin non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Moi j'ai un peu du mal, je vous avouerai avec ça. Je suis ravie, franchement, de pouvoir avoir des services de presse, d'auteurs ou de maisons d'édition qui viennent me chercher pour que je chronique leurs livres. Mais il y a, on va dire, une limite à tout, au point de vue que si on me demande de faire quelque chose avec un temps imparti, avec une DA particulière ou avec des réseaux ou des sites particuliers sur lesquels il faut poster, je ne trouve pas correct tant d'exigences, tant de demandes
pour une personne qui ne nous suit même pas ou qui ne va même pas relayer nos posts ou qui, à la rigueur, va relayer notre post mais va complètement disparaître après. Enfin, c'est un échange, c'est quelque chose qui doit être vivant, qui doit être équitable presque, j'ai envie de dire, des deux côtés. Parce que j'ai beaucoup vu passer ça en ce moment, les gens qui râlent pour les collaborations et les services de presse, parce qu'on reçoit un livre gratuitement. Oui, vous venez de le dire, gratuitement. Et ça choque personne. Enfin, je veux dire, quand il y a des influenceuses beauté qui reçoivent du matériel, mais qui en plus sont payées pour faire quelque chose, mais là, ça paraît normal. Mais par contre, quand une personne dans le monde de la littérature reçoit un livre et est payée pour en parler, c'est un scandale. Moi, je trouve ça pas logique qu'il y ait deux poids, deux mesures, on va dire. Tout travail mérite salaire et quand on a justement des exigences particulières pour un post, pour une vidéo, pour un avis, ben, je trouve presque normal que on soit un petit peu payé ou ne serait-ce que remercié derrière. Parce que combien j'ai eu d'auteurs ou de maisons édition qui sont venus me voir et quand je leur ai envoyé la chronique, je n'ai rien eu en retour. Pas un «Ouais, c'était cool» ou «Mais non, c'était de la merde». Pas un merci, rien, le néant total. C'est pas normal. Je trouve ça pas normal, ne serait-ce qu'un merci, un like, n'importe quoi, mais une réaction, quelque chose. Non, il y en a, c'est le néant comme je vous dis. Alors c'est pas tout ça, hein, franchement, j'ai fait d'excellentes découvertes et j'ai d'excellentes relations avec certains auteurs et maisons d'édition. Mais il y en a, je trouve que c'est un peu trop dans l'exigence pour que dalle en retour. Et enfin, j'ai envie de vous dire, pour cette longue vidéo, parce que ça peut être un point négatif aussi, le fait d'avoir des longs contenus, des longues chroniques, des longues vidéos, eh bien on ne peut pas satisfaire tout le monde justement. Que ce soit les abonnés, que ce soit les followers, que ce soit les maisons d'édition, parce qu'on peut très bien ne pas aimer un livre qu'ils nous ont envoyé. Et si jamais on leur dit que c'est négatif, eh bien, à ciao, bonsoir. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non. Et malheureusement, il faut être toujours au top de sa forme pour pouvoir faire du contenu. J'ai envie de terminer là-dessus. Parce que certes, oui, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais si on a envie justement de satisfaire tout le monde, il faut qu'on soit au top, tout le temps. Toujours présenté sous notre meilleur jour, toujours être positif, toujours être bien apprêté, toujours être bien maquillé ou avoir une jolie tronche, toujours être de bonne humeur, toujours avoir quelque chose de solaire. Franchement, c'est dur, c'est très dur de faire ça tout le temps, d'avoir toujours du contenu à proposer, qui soit toujours quelque chose d'intéressant, toujours créatif, toujours ceci, toujours cela, jamais dans le négatif, c'est compliqué. Et pour qu'au final, justement, on ne puisse pas satisfaire tout le monde et qu'on se prenne quand même du négatif dans la tronche. C'est dur, c'est dur. Et franchement, il y a des moments ça me motive et des moments ça me met plus bas que terre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas tout ce côté-là et que c'est pour ça qu'en ce moment sur Instagram, je reprends ce réseau-là parce que c'est là où je vois le plus tourner, il y a tout ce côté négatif qui ressort en ce moment en mode oh là là, les influenceurs ceci, oh là là, les auteurs cela, ils sont trop ceci, ils sont pas assez cela. Dès qu'on est un peu trop spontané, on aime forcément tout, c'est forcément que ça cache quelque chose, c'est pour qu'on puisse être rappelé par les maisons d'édition. Mais si on n'aime pas, ben franchement, pourquoi t'as pas aimé alors que tout le monde aime, c'est complètement ridicule. C'est pour te démarquer des autres et faire le buzz. Il faut trouver une trend pour être négatif envers telle personne, comme ça fait monter nos charts. C'est triste, franchement, c'est triste et j'aime pas du tout ça. Et j'aime pas comment c'est en train d'évoluer. Moi, j'ai presque envie de dire que ça s'appelle pas une évolution, ça s'appelle quelque chose qui se dégrade finalement. Et c'est dommage de voir que dans le monde littéraire qui pourtant est si petit, eh bien, il y a encore autant de négativité. Alors que, pour finir sur une touche positive, il y a tellement de positif, je trouve, là-dedans. Quand j'ai ouvert cette chaîne, j'étais là juste parce que pendant le Covid, moi je travaillais, mais je voyais que le monde était en train de changer et que j'avais envie de faire quelque chose moi aussi qui changeait. Je me suis dit: «Qu'est-ce que j'aime faire?»
et comment je pourrais montrer aux autres que j'aime ce que je fais. Et mon mari m'a dit: «Bah, si t'aimes lire, pourquoi tu fais pas une chaîne de vidéos?» Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Il a raison, après tout, je vais essayer». Et c'est comme ça que je suis arrivée ici, avec une toute petite, vidéo de début, avec une envie, avec, pas du tout de budget, pas du tout de décor, franchement, ceux qui sont là depuis mes premières vidéos, vous savez. Vous savez par où je suis passée, par où j'ai commencé et j'ai évolué, j'ai appris, j'ai fait de tellement beaux échanges avec des personnes incroyables, tant des personnes qui me suivent que des auteurs, que des personnes lambda que je ne connais absolument pas. J'ai fait des découvertes littéraires incroyables grâce justement à des recommandations de personnes que je ne connais absolument pas. Ça m'a donné le goût encore plus à la lecture, ça m'a donné le goût à l'échange, ça m'a permis de m'émanciper, ça m'a permis d'essayer de vaincre ma timidité, même si, c'est toujours compliqué, je vous avouerai, de parler dans le vide à une caméra. Je suis très, très, très timide, mais échanger avec des gens que je ne connais pas, parler livres, parler littérature, parler monde littéraire, les salons et compagnie, bref. Il y a tellement de belles choses avec ce monde littéraire que je trouve ça dommage tout le côté négatif et la noirceur qui tourne en ce moment alors que il y a tellement de belles choses. Vous m'apportez tellement de belles choses dans les commentaires, dans, justement les gens qui me suivent quand je fais le Blossom Spring Challenge. Vous m'apportez beaucoup de lumière, de joie et de gaieté et peu importe les 4 haters du fond de la salle qui me sont là juste pour saouler le monde. J'aime échanger avec vous, j'aime lire, j'aime être plongée dans ce monde qui m'apporte beaucoup de bonheur et je ne vais pas laisser cette négativité qu'il y a pour le moment et, comme je vous dis, les 4 haters du fond de la salle, venir me pourrir un monde que je trouve vraiment beau et que j'ai envie de partager avec vous. C'est pour ça que je voulais terminer sur une note positive parce que malgré toute la noirceur du monde, il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose de joli, quelque chose de beau, quelque chose qui peut perdurer avec justement la passation d'une passion qui est ici le monde littéraire. Et je vous invite une fois de plus à échanger tous ensemble au niveau des commentaires. Racontez-moi tout. Comment est-ce que vous voyez le monde littéraire? Est-ce qu'il n'y a que du positif pour vous ou est-ce que vous êtes justement en train de voir qu'il y a du changement et que ce changement arrive parfois sur du négatif? On n'a pas abordé, je pense, tous les points. Et n'hésitez pas justement à me dire dans les commentaires quels sont les points que vous voudriez rajouter. Il y a tellement de choses et la vidéo serait tellement plus longue si on débattait tous ensemble là-dessus que je vais devoir quand même la clôturer ici et arrêter de blablater. Je vais donc clôturer ici et j'espère que cette longue vidéo ne vous aura pas trop saoulé slash déprimé, qu'elle change certes un peu de l'ordinaire, mais que ça vous fait plaisir justement que je change un petit peu d'un vlog ou d'un énième bilan lecture. Bref, racontez-moi vos avis au niveau des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les autres plateformes où j'essaye justement de créer du contenu un petit peu varié suivant que ce soit de l'écrit, de la photo ou de la vidéo. Et sinon, je vous souhaite toujours d'excellentes lectures, plein de belles découvertes à vous, que du positif dans ce monde littéraire merveilleux. Et on se retrouve évidemment sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!